La guerre contre les théories du complot est déclarée. Site internet vidéo, le gouvernement s'attaque à la manipulation des jeunes sur internet. Ce mardi, Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale, organisait une conférence sur le sujet pour outiller les enseignants quelque peu démunis. Non pas répondre pied à pied sur la moindre théorie du complot dans les détails, non, le rétroviseur n'était pas de cette couleur mais de cette couleur, mais savoir démonter une rhétorique, un mécanisme qu'on retrouve dans toutes les théories du complot qui consiste à chaque fois à prétendre qu'on nous ment, qu'on nous cache tout. La déchéance de nationalité sera élargie à tous. Sont à peu près équivalents à ce ratio. C'est-à-dire on s'est trompé, on a assigné quelqu'un qui avait... On a fait n'importe quoi, carrément. On a qu'un mis 7 militants écologistes pendant la COP21 assignés à résidence, dont l'expert juridique de la LDH, qui n'est tout de même pas suspect d'être un dangereux personnage. Pourquoi on a fait ça? On avait peur qu'ils manifestent Tout à fait, tout à fait. Il y a eu d'ailleurs des interdictions de manifestation. C'est la différence à noter avec le 11 janvier, où vous vous rappelez, ensuite, un grand mouvement populaire a pu donner l'impression que la France résistait comme un peuple entier. Et là, non. Le néant, l'interdiction de manifester pour le climat et l'assignation à résidence d'écologistes. Ils sont allés chercher en Dordogne des agriculteurs bio, etc. Donc je ne sais pas. On utilise le terrorisme pour d'autres raisons. Enfin, cet état d'urgence sert aussi à arrêter des dealers. Je pense l'inverse. Je pense comment... Rappelez-vous de 2005. En 2005, les émeutes. Les émeutes, ça s'arrête à un moment aussi parce que vous avez des gens dans les quartiers qui n'en peuvent plus d'avoir un hélicoptère qui tourne, n'en peuvent plus d'avoir des policiers partout. Mais je pense que ce n'est pas une position sérieuse et que sur ce sujet, nous devons être sérieux et je vous remercie d'avoir donné ces chiffres qui sont extrêmement intéressants et je me permets de les compléter. Car sur les 3021 perquisitions administratives et les 549 procédures dont vous avez parlé, 25 infractions liées au terrorisme ont été constatées, dont 21 pour apologie au terrorisme. Donc on voit qu'il y a un ratio extrêmement faible. C'est un témoignage que le juge antiterroriste Marc Trévidic n'est pas prêt d'oublier. 3 mois avant les attentats de Paris, un homme revenu de Syrie va lui faire un aveu. Le gars, il a reconnu et on lui avait demandé de faire un concert de rock. Un attentat lors d'un concert de rock, voilà. Donc, et c'était l'État islamique. Et fonctionne de manière postmoderne par niche. C'est-à-dire que le discours ne sera pas le même pour un jeune qui aime le foot, pour une jeune fille, on n'a pas parlé de cela. J'insiste sur le fait d'une transformation d'ordre initiatique. Alors, c'est pas joli. Il faut savoir que la plupart en tout cas des hommes qui arrivent en Syrie sont brutalisés, souvent violés, et qu'ils sont détruits pour être reconstruits par Daesh, qui donc aura complètement embrigadé, aura reconstruit ces hommes à leur image. C'est une fuite qui pourrait porter un coup au groupe État islamique et constituer une mine pour les services de renseignement occidentaux. 55 pays représentés, 1700 noms au moins, avec des coordonnées parfois précises. Ces fiches dévoilées par un déserteur du groupe terroriste ont été diffusées hier par la chaîne britannique Sky News. À Londres, Loïc Delamornay, Christophe Aubert. Une liste qui ressemble à un trésor pour les services de renseignement. 22 000 noms de djihadistes de 51 pays différents. Ces milliers de pages sont en fait des fiches d'identité, le dossier personnel de chaque membre de Daesh. Tout candidat devenu combattant doit remplir ce questionnaire. 23 questions précises que nous avons traduites en français. Nom, nom de combattant, groupe sanguin, adresse, niveau d'éducation, niveau de connaissance de la charia, pays traversé, compétences particulières, degré d'obéissance ou encore, et c'est là l'un des renseignements les plus stratégiques, qui les a recommandés ou recrutés dans la nébuleuse islamiste. Sur les télévisions britanniques, les plus grands experts en restent bouche bée. Dans plusieurs années, on se remémorera ce jour comme étant l'un des moments clés de la bataille contre Daesh. Ces documents dateraient de 2013 ou 2014. Y figureraient de nombreux Français, au moins 500, qui forment le plus gros contingent d'Europe occidentale. Cette fuite massive de renseignements, volée sur clé USB, a été rendue possible grâce à ce déserteur de Daesh. Réfugié en Turquie, il estime que l'organisation est aujourd'hui tenue et pervertie par d'anciens officiers de Saddam Hussein, loin des principes auxquels il croyait. ما فيه شيء بيطابق لشرع الإسلام أبدا بعيد عن الإسلام
Et justement, bonsoir Frédéric Crotta, vous êtes devant le siège des services de renseignement français. Ce fichier peut-il être une source précieuse? Qu'en dit-on là-bas? Moi, j'ai fait le doigt. Les révélations, je vous le disais, sur les intentions. La Banque centrale a organisé un mode d'intervention permettant de compléter... Ce soir, le grand maître du Grand Orient de France, Guy Arcizé. Bonsoir, messieurs. Alors, qu'est-ce qui vous choque? Ce qui me choque, ça m'embêterait que le président de la République soit un jour obligé de jurer fidélité à la France sur la Bible. Ça m'embêterait. Attendez, on n'en est pas là. C'est pas trop choquant. Pourquoi vous vous êtes mis comme ça, vous êtes monté sur vos grands chevaux? Eh bien, parce que la laïcité, c'est un peu ça. C'est de savoir, justement, où on se positionne. Les Français doivent pouvoir s'apprivoiser. Donc ils se disent qu'il faut inventer autre chose. Le protestantisme, ça ne marche pas, et cette autre chose va s'appeler la laïcité. Mais une laïcité qui naît dans les loges, nourrie de toute cette histoire, va d'abord apparaître comme une religion laïque. Ce terme est employé, religion contre la Bible. Et lorsque les républicains, fondateurs d'ailleurs de la religion laïque, vont prendre le pouvoir à travers l'école, dans le fond, ils vont... à travers les instituteurs, à travers les cours de morale laïque qui a été publié, à travers les programmes scolaires, eh bien, ils vont essayer de constituer non seulement une république matérielle, mais une république spirituelle. Est-ce que vous vous appelez à une sorte de messianisme républicain? Non, bien sûr que non, mais vous savez, cette religion laïque, elle est formulée essentiellement par les philosophes au sein de la République. Je crois, à un moment, ce qui est pour moi, et on l'a republié au Port de l'Eau, le plus grand penseur spirituel de la République, un des plus grands penseurs laïques, intervient dans le débat. Il s'appelle Félix Pécaud, il était le fondateur des écoles normales, c'est le premier à Fontenay à faire ses prières laïques du matin. Cela me paraît une évidence. Nous connaissons tous cette légende du 3e degré, pour ceux ou celles qui sont maîtres ou maîtresses maçonnes. Nous connaissons tous qu'il faut aller jusqu'au sacrifice par devoir pour ne pas trahir les secrets qui nous ont été révélés. Il est l'exemple vivant de ce qui était dans nos rituels une légende. Et il est grand temps de réagir. Alors j'espère, Maurice, que l'année prochaine, non seulement les obédiences seront représentées, mais que les grandes maîtresses et les grands maîtres... Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Tous ensemble, quelle que soit la différence de nos obédiences, de nos rites, seront présents ici pour en témoigner. Et c'est pourquoi dès le début de l'année, nous leur enverrons. Moi, j'ai pas le soir ce soir. Mais je viens. Le gouvernement n'a aucun respect. Ça n'est pas vrai, madame. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. C'est travailler. Sur la loi travail, pas question non plus de se laisser faire. Le professeur Macron tente de se faire comprendre. C'est pas moi qui vais créer des emplois. Récipiendaire, l'ordre maçonnique dans lequel vous avez demandé à être admis, pourrait peut-être un jour exiger que vous versiez jusqu'à la dernière goutte de votre sang pour sa défense et pour celle de vos frères. Le cas échéant, consentez-vous à le faire, ce sacrifice? Oui, monsieur. J'étais président. Car comme vous l'avez dit, mon frère président, je me faisais un devoir d'être présent aujourd'hui parmi vous, ici. Parce que notre pays va plutôt mal. Nous aurons des élections l'année prochaine à divers niveaux. Et je crains fort que le résultat des urnes ne soit pas forcément celui de la démocratie à laquelle nous aspirons. Pour à nouveau dire que nous sommes indignés, mais plus nombreux. 5 fois plus nombreux, 10 fois plus nombreux. Car nous ne serons jamais assez nombreux pour nous battre contre la Bible. Dans ce grand temple de la Grande Loge. Nous avons dans nos rituels cette phrase que vous connaissez toutes et tous. Gémissons, gémissons, mais agissons. La fraternité sous le sceau du secret, c'est l'une des valeurs fondatrices de la franc-maçonnerie. À l'issue de chaque tenue de loge, c'est ainsi que les frères se séparent. En France, on estime à 150 000 le nombre d'initiés, hommes et femmes, qui ont rejoint le rang et le décorum des obédiences.
Pour les petits arrangements entre frères, notamment en politique, dans la police, la justice ou les médias, la discrétion est de rigueur. Rares sont les hommes publics qui reconnaissent leur appartenance. Bonsoir Jean-Michel Quiardet, vous êtes grand maître du Grand Orient de France. Merci d'être venu sur notre plateau. Il y a beaucoup de questions qui se posent aussi quand on ne sait pas si un ministre est franc-maçon qui négocie avec un syndicaliste qui peut aussi lui être franc-maçon, mais que finalement seulement les deux personnes le savent et pas les autres. Est-ce qu'il peut y avoir des connivences, des complicités? C'est tous les doutes et tous les soupçons qui peuvent peser. La maçonnerie, oui, mais ça c'est parce que c'est une mauvaise connaissance de la pratique maçonnique. Vous savez, il peut y avoir effectivement un membre du gouvernement et un syndicaliste qui soient tous les deux francs-maçons. Un juge ou un prévenu, oui, ça peut peut-être arriver. Ça ne change rien au fond, rien du tout. Un franc-maçon, c'est d'abord quelqu'un qui a une déontologie. Et sa déontologie, eh bien, c'est de ne pas, naturellement... jurer fidélité à la France sur la Bible. Je pense qu'il faut le dire. L'idéal... pour un dictateur, mais il y en a beaucoup, vous savez, c'est une puce électronique qui s'implante sous la peau. Mais un instrument très puissant est capable de le lire à votre insu. Un voisin, un agent d'assurance pourrait connaître tous vos petits secrets en vous traquant discrètement. Et on imagine aussi ce que pourrait en faire la police ou tout simplement un État. De suivre à la trace. Orwell n'est pas loin, explication de Benoît Gallaret. Traité comme un banal yaourt, réduit à un numéro en une fraction de seconde, relié à une base de données informatique, une sorte de code-barre humain. Depuis quelques jours, ces puces sont commercialisées aux États-Unis. Si ce n'est pas demain ni la semaine prochaine, ce sera dans 2, 3 ou 5 ans, mais la puce sera partout. Au Mexique, sans cet implant, on ne peut plus accéder au dossier du ministère de la Justice. Demain, promis, c'est tout votre portefeuille qu'on vous greffera dans l'avant-bras et vous paierez vos courses en passant tout simplement sous un portique. Juste vous montrer le bilan de l'état d'urgence, quelques chiffres pour que les Français sachent exactement où on en est. 354 assignations à résidence, 3189 perquisitions administratives, dont l'ouverture, qui ont donné l'ouverture de 549 procédures à leur issue, parmi lesquelles la grande majorité, on n'a pas pu mettre tout le détail, qui sont effectivement des perquisitions de droit commun entre de la drogue, des armes. La déchéance de nationalité sera élargie à tous. Ce qui est fait par la Commission des lois actuellement et par Jean-Jacques Urvoas, son président, est extrêmement précieux. C'est la première fois qu'on a une évaluation en temps réel de l'utilité de cet état d'urgence.